Donc nous sommes déjà en live, je vous vois là, vous avez des questions, je ne sais Ouais, pas si on peut aller vite vite. ouais, bonjour monsieur Jean-Claude Mouven. Bonjour. Ouais. Et après tout ce qui s'est passé au Congo, maintenant c'est 2018, Joseph Kabila est toujours là au pouvoir. Parlez un peu, Ouais, je ne sais pas si ouais, ouais. le micro... J'ai dit maintenant c'est 2018, Joseph Kabila, Kanambe comme vous l'appelez toujours, il est toujours au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez pour la RDC? Nous pensons que la situation du Congo est tellement complexe que nous ne pouvons pas sous-estimer notre adversaire. Au départ, on n'avait pas bien compris, cerner la situation du Congo. C'est au fur et à mesure que nous voyons les différents acteurs politiques, leurs interactions, comment ils réagissent devant différents scénarios, nous avons compris que ce n'était pas, au fait, ces acteurs politiques qui étaient les problèmes. Les problèmes, c'était ailleurs. Il faut seulement couper. Non, couper et puis on continue. Donc, les problèmes n'étaient pas à chercher ailleurs, c'était un complot. Le Congo, vous vous souviendrez que Mobutu, avant la fin de son régime, il nous promettait qu'après moi, c'est le déluge. Donc Mobutu connaissait la situation réelle qui allait se passer au Congo. Ce n'était pas que Mobutu était les remparts du Congo. Mobutu n'était pas les remparts. Mobutu était dans le système. Il comprenait ce que la CIA, tout ça, les intérêts qui étaient au Congo, ainsi de suite. Alors il se disait, le jour que lui va partir, ce qui va arriver, ça sera pire. Parce qu'il voyait tous ces gens-là qui cherchaient, les prédateurs qui voulaient contrôler tout le Congo. À un moment donné, Mobutu avait un peu bloqué. Hein. Tous ces gens-là, leurs intérêts n'étaient pas garantis. Alors, ils ont trouvé qu'il fallait effacer Mobutu, recommencer les contrats avec une autre personne. Vous comprenez? C'était à l'époque de la guerre froide, Mobutu a fait ce qu'il a fait. Les Américains, c'était leur homme. Donc, la base même des États-Unis était au Congo. Donc, nous avions tous ces avantages-là. Voilà pourquoi le pays était en paix. Il n'y avait aucun pays qui pouvait venir aujourd'hui, à cette époque-là, toucher Mobutu. Mais quand Mobutu est parti, nous avons inconsciemment acclamé l'arrivée des envahisseurs. Nous avons pensé que ces gens-là, c'était des libérateurs. Or, même Mouzé qui venait, Mouzé a été pris. Si vous regardez les films là de Mobutu Roi d'Isaïe, si je ne m'abuse pas, c'est là où Bouguera est en train de dire non, Kabila, on est allé le prendre. Kabila a été pris, on l'a placé là. Et Kabila a joué au malin, il pensait que, bon, voilà, quand ils vont arriver à Kinshasa, il va les dribbler. Il ne savait pas qu'il y avait un monstre derrière ces Rwandais. Mobutu voyait les Rwandais dire, ah, ces gens, ils ont pu les broyer dans moins de temps. Il ne savait pas qu'il y avait des accords et des contrats qui étaient déjà signés et à tout prix, tout celui qui allait stopper leur avancée devait être broyé parce que c'était un rouleau compresseur. Vous avez entendu vous-même les révélations récentes que même cette histoire du génocide rwandais était un montage de la CIA bien fourni par le président Clinton, tout ça, parce qu'il fallait avoir une raison quelque part pour attaquer les grands RDC, les grands Zaïre de l'époque. Donc ils ont tué à Biarimana pour provoquer ces génocides entre les deux peuples rivales. Il faut toujours couper. C'est comme ça que je fais. Il faut couper, sinon ça ne va pas passer bien. Et pourquoi les Américains n'avaient pas désigné un successeur de Mobutu parmi les Congolais? Ah bon, à l'époque, le contexte politique de l'époque était jalonné par des contestations, des résistances dans les camps du MPR, dans les camps des Mobutistes de l'époque.
vous voyez, aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la même réalité avec la majorité présidentielle. À l'époque, il y a eu la conférence nationale. C'était facile que la conférence nationale souveraine, les résolutions de ces travaux-là puissent être mises en activité. On n'a pas exécuté ces résolutions-là. Les gens qui étaient autour de Mobutu ne voulaient pas que ce que le peuple avait décidé au travers de la conférence nationale puisse ne fût-ce que commencer un début d'exécution. Ils ont tout bloqué. Vous avez vu comment Tshisekedi plusieurs fois, on l'a mis, c'était devenu comme un jeu là. On les met une semaine, on l'enlève, 2 mois, on les met, on l'enlève, et ainsi de suite. Cette crise-là a fait que les Américains et les autres puissent profiter pour dire ces messieurs ne veulent pas la démocratie. Par conséquent, nous allons les pousser à la sortie pour que nous puissions bien contrôler le Congo. Si Mobutu à l'époque avait compris que, en tout cas, 32 ans, c'était quand même beaucoup, il faut laisser les règnes. Ce n'est pas quand même une dynastie, ce n'était pas un royaume. Laisser les pouvoirs peut-être chez Tshisekedi ou accepter à la limite l'organisation des élections où on pouvait avoir un nouveau ordre politique. On ne pouvait pas avoir tout ce qui s'est passé là. Moi, je regrette quand je vois tous ces mobutistes aujourd'hui en train de parler. Ils sont en train seulement de se cramponner sur l'unité nationale, la paix, les Congolais pouvaient se retrouver partout. Quand tu parles de non, mais Bino Baluba, vous les Bangala, vous les Baswahili, vous les Bakongo, vous étiez libres de vous promener partout parce que les maréchals protégeaient la nation. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le problème c'est Mobutu était intouchable. Il n'y a aucun pays parmi les 9 frontières qui pouvait attaquer Mobutu. Qui? Mobutu allait jusque dans d'autres pays, au Tchad, en Libye là-bas. Il allait intervenir pour certains pays africains. Donc c'était les grands léopards qui étaient là. Qui avait la clé. Voilà, c'est lui qui avait ce que l'Angola a aujourd'hui. C'était sa volonté. Voilà. Les gens n'exécutaient que sa volonté, parce que sous le régime de Mobutu, on a vu des Kassaïs qui ont été chassés du Katanga. Oh, bien sûr. Ça s'est fait. Vous savez, ce sont des choses, des fois, on n'aime pas trop entrer là-dedans. Parce que nos frères du Katanga disent non, voilà, ce sont des choses qui sont passées, ce que nous étions là. Non, mais c'est l'histoire. Parce que jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de l'Holocauste, non? La mort là des Juifs en Allemagne. Pourquoi on ne dit pas non, c'est déjà passé? Non, c'est tout un peuple qui a été décimé volontairement. Donc ça, c'est à l'époque de Mobutu, il voulait juste manipuler nos frères du Katanga contre les Kassaïens parce que Tshisekedi, tu vois, Ngunza et Tshisekedi, pratiquement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez un Kyungu là qui dit non, il quitte les rassemblements. Pourquoi? Parce que là, en dessous, il y a déjà un deal où Moïse Katumbi doit rentrer. Ils doivent refaire un nouveau rassemblement. Vous comprenez? Où ils vont mettre à la touche Félix Tshisekedi parce que ils l'ont tellement utilisé. Non, ils l'ont tellement utilisé, il est maintenant vide à la communauté Ngolongolo. Il n'a plus un poids politique pour eux. Vous comprenez? Ils trouvent que non, on peut les écarter et récupérer les pouvoirs. Parce qu'à l'époque, je l'avais dit, que les G7 là que vous voyez, tous ces gens qui vous disent aujourd'hui ce sont les opposants, c'était la stratégie des kabylistes. Ils ont dit, bon, on vous détache. Ils ont détaché d'abord Vital Kamerhe. Ah, les Congolais, Timbeli Vital Kamerhe. Ils ont dit, non, lui n'est pas opposant. Vous comprenez? J'ai dit, bon, ça c'est un mauvais calcul. On doit trouver une autre formule. C'est comme ça qu'on va détacher cette personne. Ndundula, Pierre Lumbi. Vieux Mondo Simba, nene Kyungwa Kumwanza. Ceux qui Dani Banza. Et l'autre qui Olivier Kamita. Est-ce que quand vous regardez le visage de tous ces gens-là, vous pouvez avoir confiance à des gens comme ça? Non, c'est des jouets. Des gens qui ont servi Mobutu. Qui ont servi Kabila presque pendant 15 ans. Du jour au lendemain, ils se réveillent comme ça, ils deviennent opposants. Oh non, voilà, on claque la porte de la majorité, on devient opposant. Moi, je dis non. J'ai fait une émission, si vous regardez mes émissions de 2016, j'ai dit, ces gens-là sont venus ceinturer
Tshisekedi pour affaiblir Tshisekedi, même le tuer. C'est ce qui a été fait. Ils ont tué Tshisekedi, ils ont réussi à déstabiliser l'IDPS, ils ont enlevé les gens comme les Bruno Tshibala, les Sami Badibanga, les Olenganko, ils sont partis. Le Moubake jusque-là, le colonakati, le colonibanda, mais ce sont des gens qui ne sont plus crédibles. Donc, il ne faut pas laisser. Nous sommes en direct. Hein. Donc, nous avons dit que ces gens-là ne sont pas des opposants. Et c'était Moïse Katumbi qui était le chef de file avec tous ces G7. Vous avez vu, hein? Ils ont fait. Mais il n'y a pas élection. Directement, ils disent notre candidat c'est Moïse Katumbi. C'était quand même grave. Vous venez d'arriver dans l'opposition. Vous avez trouvé qu'il y a d'autres opposants qui sont là. Directement, vous présentez directement. Voilà, notre candidat est là. Mais sinon, le divorce Kabila Moïse, c'était sérieux. Non, c'est pas sérieux, Richard. Parce que moi, j'ai vu les gens qui ont entouré Kabila Moïse à l'époque. Je les ai vus souffrir. Hein. Non, il y a toujours un sacrifice. Vous savez, pour faire passer quelque chose pour vrai, il y a des choses qu'on peut sacrifier. Même les intérêts de Moïse. Oui, ça c'est vous qui le dites, mais quand nous regardons avec des lunettes politiques, nous savons que Moïse est en affaire avec Kabila sur beaucoup de choses au Katanga là-bas. La compagnie là de transport de Moïse, c'est une entreprise où Jeannette est là-dedans, Kabila est là-dedans, et lui-même est là-dedans. Comment les gens qui ne sont plus ensemble peuvent continuer à faire le business ensemble? Non, ils ne font plus le business ensemble. À mon avis, il y a un seul maître qui les impose à rester ensemble. Ils ont un seul maître. Bon, tu peux avoir raison, mais s'il y a ce maître-là, il ne travaille pas pour l'intérêt des Congolais. Donc pour nous, que ce soit Kabila ou Moïse, personne d'entre eux ne peut gérer le Congo. Parce que le scénario que je vous dis là, c'est ils sont en train de faire en sorte que Moïse rentre. Qu'ils organisent les dialogues que vous avez entendus, l'ONU. Toujours l'ONU là. tous ces vieux sorciers de l'ONU là. Qui sont en pension, qui ne veulent pas mourir, aller faire les Kisi ya Bokoko, ya Bakoko na Bango, na Mboka. Ils sont là en train de faire la politique pour détruire notre pays. L'ONU là, ils reviennent encore. Les dialogues de l'année passée n'a pas encore trouvé de solution. Kabila est maintenant sans mandat, sans légitimité. Kabila est resté un seul pays au monde où un président est là sans légitimité. C'est le Congo. Et la communauté internationale, l'ONU, ils ferment les yeux, ils nous disent que non, il faut un nouveau dialogue dans lequel vous allez voir les Katumbi, vous allez voir tous ces Vital Kamerhe, ils vont composer une nouvelle plateforme. Et c'est cette plateforme-là qui va aller aux élections avec les gens de Kabila. Kabila va accepter de se retirer. Il va aller, je ne sais pas, au Nord Katanga, se faire élire sénateur. Il va rentrer à Kinshasa comme sénateur. On va avoir une élection au Sénat. Il sera président du Sénat. Mais et Moïse Katumbi va le protéger parce qu'il sera président de la RDC. Vous comprenez? Vous avez une porte de sortie. Qu'est-ce que vous conseillez aux Congolais? Moi, je suis patriote qui ne croit ni aux anges ni à Satan. Parce que ces gens-là sont les gens qui sont dans... Je l'ai toujours dit. Proposer une porte de sortie pour les Congolais. Nous devons chasser ces gens. Le régime doit tomber. Comment? Le peuple doit s'organiser et défendre la terre que nos ancêtres nous ont laissée. C'est ce que nous faisons déjà? Non. À ce niveau, nous n'avons pas encore des gens qui sont conscients. C'est un petit groupe de gens qui se battent, qui sont mal compris par l'ensemble de 80 millions de Congolais. Si aujourd'hui tous les Congolais intériorisent la notion selon laquelle nous sommes occupés, il y a les armées étrangères sur le sol. Vital Kamerhe l'a dit, non? Que les dimanches là, quand on tirait la population
a donné les rapports que Batouane Bazak Koloba, langue n'a bisoté. Il parlait l'anglais, il parlait ceci. Comment on peut accepter ça? Et nous continuons à laisser ces gens-là nous diriger. On ne peut pas accepter. Nous devons nous défendre en tant que peuple. Nous devons... Vous voyez à l'est du Congo. Face à des armées, surarmées. Je sais que vous êtes très brillant, vous êtes intelligent et vous consultez peut-être l'histoire, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que les États-Unis, avec toute son armée, avec des avions de chasse et tout ça, ont été mis en déroute au Vietnam. Au Vietnam, les Vous le savez. Vietnamiens étaient organisés. Mais c'est à ce niveau-là que je suis en train de vous dire que nous devons nous organiser. Parce que jusque-là, il y a un petit groupe. Aussi armés. Ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas les armes aussi conventionnelles. C'était des gens qui, avec des flèches, avec des filets. Nous avons vu des films, non? On nous a fait même des films pour voir. Ils étaient aussi armés. Non, Richard, c'était compliqué, cette histoire-là. Dans le contexte du Congo, c'est pas facile. Non, c'est possible. Nous avons notre tradition qui existe. Nos ancêtres se battaient comment? Nos ancêtres qui ont résisté à l'occupation étrangère là. C'est depuis 1400, non? Que ces Européens-là ont tenté de prendre l'Afrique. C'est vers 1885 qu'ils ont finalement réussi à affaiblir certains traîtres, chefs coutumiers et tout ça, qui ont accepté de donner leurs terres. Ils étaient forcés, ainsi de suite. Et vous pensez qu'il y a maintenant des chefs coutumiers en RDC? Ah, nous avons des chefs coutumiers, mais le problème c'est les chefs coutumiers que nous avons aujourd'hui rament pour le pouvoir. Ils sont tous pour le pouvoir, ils travaillent pour le pouvoir. Ils ne peuvent pas protéger notre population. Et pensez-vous que l'Église catholique peut être considérée comme une porte de sortie, une libération pour le peuple congolais, puisque vous traitez Moïse de collabo, Vital Kamerhe de collabo, donc on peut sous-entendre que l'Église catholique peut nous conduire vers cette révolution. Bon, l'Église catholique, par sa mission prophétique des pasteurs, ils ont un rôle à jouer dans notre société, étant donné que actuellement nous n'avons pas un interlocuteur valable. La population est abandonnée. La population avait placé la confiance dans les hommes politiques, mais vraiment la débâcle est telle que c'est une honte pour notre politique, pour notre classe politique. Ils sont allés dans toutes les négociations, ils sont sortis perdants. Chaque fois, c'est toujours les gens du pouvoir qui gagnent et qui gagnent tout. Ils ne laissent pas. Ils sont allés dernièrement, cet accord qu'on vous dit ici de Saint-Sylvestre. Pour les Congolais, c'était voilà, maintenant là on a mis Kabila contre Mir, c'est l'opposition qui va diriger les choses et ça va marcher. Vous voyez, c'était un marché de dupes. L'Église catholique, oui, dans la mesure où ils intègrent tous les aspects du problème actuel. Et tant qu'ils vont continuer à aller en faisant semblant à la réalité, parce que l'Église catholique, s'ils se lèvent, s'ils disent que ça ne va pas, c'est que c'est vrai, ça ne va pas. Mais ça ne va pas pourquoi? Parce que nous sommes occupés. Les Rwandais sont sur le sol congolais. Il faut que l'Église catholique puisse se lever et dire, nous avons des étrangers sur le sol congolais. Le peuple souffre parce que le peuple est pris en otage par les Rwandais. C'est une humiliation. L'Église connaît la vérité. Pourquoi l'Église ne dit pas cette vérité-là? Vous comprenez? Dire aux gens de sortir, dire aux gens de pouvoir se tenir debout. Les Congolais sont déjà debout depuis longtemps. On ne peut pas demander à un peuple qui est déjà debout de se tenir encore debout. Ça, ce sont des faux fouillants. Il ne faut pas faire des analyses incomplètes. Où vous dites, voilà, la situation est difficile, les enseignants ne sont pas payés. Mais qui est la base de ça? C'est ce monsieur-là usurpateur de l'identité congolaise. Un Rwandais d'origine
qui débarquent dans un pays d'autrui et qui se donnent pour mission la destruction de ces pays-là. Aujourd'hui, nous n'avons même pas de routes. Mes chers frères, ça fait comme c'est la honte pour un peuple de 80 millions d'habitants. Les Rwandais sont combien? Admettons qu'ils sont 10 millions de Rwandais. Mais nous sommes 80 millions de personnes. Kabila ne fait pas Laissez-moi terminer. Les plus idiots, ce sont vos frères qui l'accompagnent dans cette mission de destruction. Je sais que nous avons eu la malchance d'avoir une classe politique qui a été déjà habituée depuis après l'époque des indépendances à la corruption, à la légèreté, au manque d'éthique et de moralité. Nous avons des médiocres, comme Monseigneur Mosengo l'a dit. Nous avons une classe politique médiocre depuis juste après l'époque des indépendances. Parce que nos pères de l'indépendance, c'était des gens quand même qui avaient un sens, une vision. Des gens comme Lumumba, les Kasavubu et les autres. Ils avaient une vision de notre pays. Mais dès que cette classe politique-là a disparu, tous les restes qui sont venus avec Mobutu ont été tous clochardisés à une vie de bassesse. Pour avoir un document, il faut que vous puissiez donner l'argent. Pour avoir de l'emploi, il faut que vous puissiez avoir une corruption. Il faut que vous puissiez acheter ceci pour tel. Vous comprenez? Jusqu'aujourd'hui, la situation que nous vivons, ça se reproduit. Et si demain, le Congo changeait, la première des choses, c'est mettre toute cette classe politique en retraite. Ils doivent laisser la place à une nouvelle génération. Nous ne pouvons pas continuer. L'Église catholique peut faire bonne affaire. Mais l'Église catholique se comporte toujours dans une hypocrisie que nous sommes en train de décrier. Ils doivent dire à la population la vérité. Que regardez, dans toutes nos paroisses, mais quand il y avait des guerres, même dans le monde, les gens allaient s'abriter à l'église. Les gens couraient. Ils regardent les temples là-bas. Ils vont là-bas tous. Parce qu'ils savent que chez les prêtres, la guerre ne peut pas entrer là-bas. Vous vous imaginez, ces gens-là sont en train de jeter des gaz lacrymogènes dans des paroisses qui sont fermées. C'était pour asphyxier les gens et tuer les gens. Ça, c'est quand même... C'est grave, c'est un crime. Et le monde ne dit rien. Ils vont dire quoi? Parce qu'ils sont tous les artisans de ce qui arrive aux Congolais. Et je vais vous révéler quelque chose. Je sais que vous le savez peut-être. Si vous ne le savez pas, je voulais que le monde le sache. Il y a un plan qui existe de l'extermination de la race noire. On ne veut pas que nous puissions vivre sur cette planète. Ils pensent que d'ici 2050, nous allons représenter la moitié de la population mondiale. Parce que dans beaucoup de pays civilisés occidentaux, il n'y a plus de gens qui mettent au monde. Je travaille avec beaucoup de blancs ici. Beaucoup de blancs qui sont, pas mes amis, mais des gens avec qui je traite. Ils me disent, je vais vivre ma vie. I want to enjoy my life. Donc, j'ai besoin de ma vie, j'ai besoin de la liberté. Je ne veux pas quand je vais aller en Australie qu'un bébé puisse commencer à crier derrière moi. Ils ne veulent pas des enfants. Ils ne veulent pas reproduire. La conséquence, c'est que leurs pays sont en train de vieillir. Et ils sentent un danger qu'en Afrique, qu'il y ait encore un pauvre agriculteur qui a 18 enfants, qui n'a pas besoin de la télévision, il n'a même pas besoin de l'électricité ici. Chaque matin, ces 2 ou 3 femmes vont à la rivière chercher l'eau. Il a son champ, il vit paisiblement chez lui, mais ça fait la jalousie de ces blancs qui veulent nous envoyer des virus à travers leurs vaccins et tout ça, nous exterminer. Le Congo, c'est un grand pays. Nous avoisinons aujourd'hui les 100 millions d'habitants. Mais le Congo est surtout un scandale géologique. Mais si ces gens se multiplient, on n'aura pas accès à leurs terres. S'ils deviennent nombreux, il y a la chance que ces gens s'organisent
et qui devienne une force. Parce qu'aujourd'hui, le pays qui a plus de gens, c'est le pays qui représente une économie forte. Aujourd'hui, la Chine, l'Inde, tout ça. Vous voyez, au départ, ces pays-là n'avaient rien. Mais aujourd'hui, les États-Unis quittent ici pour aller emprunter l'argent en Chine. Est-ce que vous comprenez? Parce que si aujourd'hui, monsieur Jérémy, vous prenez l'argent, vous créez votre petite entreprise, vous fabriquez les biscuits. Dès que vous lancez sur le marché, c'est des millions de personnes qui achètent les biscuits. Dans moins d'un mois, vous pouvez devenir millionnaire en Chine. Vous comprenez? C'est-à-dire la population, c'est une richesse. C'est une force. Et ces gens-là nous empêchent de nous reproduire. Ça a commencé déjà dans la colonisation avec Léopold II, qui a massacré plus de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais. Sans compter ceux qui ont été amputés, les bras, les jambes et tout ça. Et ce même complot continue. Les Congolais aujourd'hui est désarmé par les petits Rwandais. Les Rwandais sont en train de voyager tous les jours ici avec les passeports congolais. Pendant que les Congolais eux-mêmes, ils ne savent même pas où trouver les passeports. Les Congolais aujourd'hui, chez lui, il ne peut pas dormir en paix. Parce qu'il y a un Rwandais qui va passer la nuit avec une machette pour l'égorger. Est-ce que vous comprenez que nous sommes dans une situation où nous devons nous défendre. Il n'y a pas un cadeau à faire. On doit se battre comme des hommes. Quand nous disons ça, les gens disent, vous êtes extrémistes. Extrémiste, cela veut dire quoi? Extrémiste veut dire quoi? Que quand quelqu'un vient chez toi, il tue ton père, il tue ta mère, il est au point de tuer tous tes frères. Toi, tu es là, tu dois regarder, tu ne dois rien dire. C'est ce que ça veut dire. 80 millions de personnes, personne ne veut donc condamner ce qui se passe là. C'est un génocide. C'est des humains. Qu'est-ce que nous avons fait à la terre pour mériter ça? Le fait d'être congolais nous condamne à mourir? Non. Nous autres, nous sommes une race spéciale. Nous n'allons pas faire passer ça. Et nous sommes des millions qui avons compris ce qui se passe chez nous. On ne peut pas admettre aujourd'hui que les Rwandais soient ici, au Congrès américain, en train d'influencer, en train de dire, voilà, nous avons été massacrés, nous sommes une minorité, on est en train de chercher à nous exterminer. Et les véritables Congolais, quand ils viennent, ils font des sit-ins devant la Maison Blanche là, personne ne les écoute. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui les a dévancés, qui a donné des mensonges là-bas. Et on croit aux mensonges. Le génocide rwandais était en 1994. Mais le génocide congolais est en cours maintenant là. Il a commencé avec l'entrée de Moïse Kamara. Bien sûr. Le massacre de Tingi-Tingi, de partout là-bas. On a enterré des femmes vivantes. Mais l'ONU connaît. La communauté internationale, soi-disant, connaît. Ils ferment les yeux pour... Si nous, Congolais, nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne faisons pas quelque chose pour notre pays, il n'y a rien qui va arriver. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'un jour, ça va appartenir à l'histoire. On va dire on avait un pays. Et à ce moment-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je refuse de pleurer quand je serai dans mes vieux jours. Je préfère me battre aujourd'hui comme un homme. Je n'ai pas une arme. J'ai cette bouche. Je peux dire à quelqu'un qui est à Kassangoul de pouvoir se tenir debout. Je peux parler à quelqu'un qui est à Magui de dire, regarde ton village, lève-toi. Ces étrangers-là qui sont à Massimanimba avec des bétails, mais il faut les exterminer tous. Tels qu'ils sont là. Est-ce qu'ils sont nombreux plus que la population de Massimanimba? Est-ce qu'il n'y a pas un chef de village de Massimanimba là-bas? Est-ce que les Bokoko ont disparu? Mais il faut faire détruire tous ces vaches-là. Il faut tuer tous ces étrangers-là qui sont là. Comme ça va donner la leçon à d'autres étrangers qui veulent entrer là-bas.
Tous ces Rwandais-là, ils doivent rester chez eux. S'ils ne veulent pas quitter le Congo, les Congolais vont se défendre. Les Congolais sont prêts. C'est une question de temps. Nous sommes en train de faire cette pédagogie de masse pour que les gens se réveillent. Parce que les leaders, l'élite congolais, l'élite politique qu'on avait placé la confiance a failli. Nous ici, on ne pouvait pas parler. C'est les gens comme les Tshisekedi et les autres avaient bien géré cette histoire depuis Sun City. On ne pouvait pas arriver là. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons compris que ça ne sert à rien de continuer à pousser ces gens-là. Ils n'ont pas de solution, ils sont limités. Il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe politique. Des gens qui peuvent avoir une détermination de renverser. L'homme blanc là, si les choses se passent, s'il y a un bras de fer qui se déclenche au Congo, leurs intérêts sont mis en danger. Ils vont négocier. L'homme blanc, c'est juste ses intérêts. Parce que jusque-là, l'homme blanc, ses intérêts ne sont pas touchés. Vous avez les entreprises comme les Perenco, là. Ils font les pétroles sur les larges de Mwanda, là-bas. Vous avez les Glencore qui sont je sais pas, à Kolwezi, là-bas. Vous avez Anglo Mining, Anglo Gold, vers Chabunda, là. Ils sont pleins. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Les Vodacom, tout ça. Ils sont tous. Personne ne les touche. Jusque-là, ils se sentent pas menacés. Voilà pourquoi, pour eux, le deal est toujours conclu. Le deal continue à fonctionner. Quand les Congolais vont commencer à attaquer toutes ces histoires-là, ils vont se dire pourquoi ces gens agissent comme ça. On va leur dire, c'est parce que vous continuez à protéger ces criminels au pouvoir. Vous voyez, la Cour pénale internationale est en train de garder des gens qui n'ont rien fait. Gbagbo là a tué combien de gens? Bemba, notre Jean-Pierre Bemba, a tué combien de gens? Pourquoi il est à la Cour pénale internationale? Pourquoi Kabila est libre? Il n'y a personne au monde qui a le droit d'enlever la vie à un autre homme. Vous comprenez? Aucun homme sur cette terre ici qui a le droit que Dieu lui a créé, lui, pour enlever la vie à d'autres humains. Il n'y en a pas. Chaque être vivant a le droit de vivre. Mais combien de gens sont en train de quitter la terre sans leur volonté? Tous les jours-ci. Nous avons initié une opération où les gens doivent donner des contributions, l'argent, parce que nous l'avons vu avec tous les pays du monde qui ont eu des problèmes. Ils se sont organisés pour contribuer, cotiser, donner quelque chose pour aller faire la guerre ou libérer leur pays. Mais il y a des gens qui trouvent que ces idées-là sont de mauvaises idées. Nous ne pouvons pas demander l'argent aux gens. Nous voulons escroquer l'argent des gens. Loin de là. Ce que nous faisons, c'est un sacrifice pour notre pays. Ici, là où nous vivons, on ne manque pas l'argent. On travaille. On a les moyens de pouvoir vivre normalement ici. S'il y a des Congolais qui pensent que ce que nous faisons, c'est de l'escroquerie, nous estimons que ce n'est pas important que nous puissions continuer à en faire. Nous allons laisser à ceux qui peuvent le faire, parce que pour les Congolais, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas le faire. Nous demandons seulement à tous ceux qui avaient déjà commencé à donner, de pouvoir contacter nos frères de la Frappe directement. Si quelqu'un estime que la Frappe est en train de faire son travail, parce qu'il s'agit de libérer notre pays. Les gens qui sont au Congo sont armés. Kabila continue à faire entrer les armes. On nous a parlé du bateau qui est passé avec les armes vers Kisangani. Vous comprenez? Quand on dit non marche pacifique, non. Les Martin Luther King ont fait les marches pacifiques ici parce que c'était pour réclamer les droits des Noirs. Vous comprenez? Les Mandela ont fait aussi ces histoires-là, c'était contre l'apartheid.
Mais chez nous, c'est un contexte différent. Nous sommes occupés. Les gens qui sont venus, ce sont des rebelles armés qui sont là, en train de tirer sur la population. On ne peut pas envoyer des gens non armés devant des gens qui sont armés. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous avons dit, selon votre question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir? Je vous ai dit, les Congolais doivent s'organiser, les Congolais doivent résister, ils doivent chasser ces gens-là. Ils sont armés, nous aussi nous devons être armés. Voilà pourquoi la frappe, c'est une structure, une organisation armée qui a dit, nous allons nous porter garant, nous allons sacrifier nos vies, nous allons nous battre pour que ces gens-là, qui sont armés, puissent quitter le Congo. Mais, il ne faut pas que nous puissions aller nous endetter auprès des mêmes personnes qui sont en train de nous faire souffrir pour prendre les armes. Parce que si nous prenons les armes, demain nous serons redevables, n'est-ce pas? Ils vont vous donner les armes, par exemple, pour 10 millions de dollars. Oh non, je ne sais pas, 1 milliard de dollars. Demain, vous libérez le Congo, vous aurez ces gens-là sur votre dos. On va vous dire, voilà, on vous avait livré ceci, en contrepartie, nous voulons ceci, cela. Si vous refusez, on vous assassine. C'est comme ça. C'est leur principe. Alors, nos frères ont dit, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Si nous avons 1 million, 2 millions, il y a moyen de faire des opérations pour neutraliser tous ces gens qui sont au pouvoir là. On les neutralise tous. L'édifice majorité présidentielle s'écroule. Kabila se retrouve seul. Il va fuir. Vous imaginez, n'est-ce pas? Vous êtes bien protégé, vous êtes président, vous avez 1000 gardes du corps. N'est-ce pas? Vous marchez. À un moment donné, vous vous rendez compte que tous les gardes du corps sont morts. Vous êtes seul. Vous allez continuer à marcher. Vous allez chercher à vous sauver, n'est-ce pas? C'est ce qui doit se faire. Si pour atteindre Kabila, c'est difficile, parce qu'il est surarmé, mais commencez par ceux qui sont autour de lui. Vous allez l'affaiblir. Même les peu qui vont rester encore vivants vont dire, mais président, on va nous tuer tous. Pour toi, please, fais quelque chose. Il sera obligé de reculer. Ils vont changer de tactique. Même ceux qui les ont mis là-bas, ils seront obligés de pouvoir dire non, 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 non. On n'avait pas prévu ceci. Ils ont un plan. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas prévues. Des choses comme ça, dès que ça commence, ça va perturber leurs calculs. Donc c'est une rébellion intellectuelle que vous organisez? Pas une rébellion. Le Congo, c'est notre pays. On ne peut pas être rebelle contre notre pays. Nous sommes des révolutionnaires. Ces gens-là sont des révolutionnaires. Ce sont des patriotes qui se révoltent contre l'occupation de leur pays, la spoliation de leurs terres, les pillages des ressources du sol et du sous-sol, les massacres des civils, l'instabilité économique. Et tous ces mots. Aujourd'hui, le Congo n'est plus un État. Vous avez parlé de la frappe. Nous tous, nous avons vu comment Mobutu a pris le pouvoir. Et l'arrivée de Kabila. Ce sont les militaires. Et l'actuel président qui est au Congo, Kabila. Et maintenant, la frappe aussi, c'est un groupe armé. Quand ils vont arriver à Kinshasa, donc, qui prend aussi le pouvoir, nous avons peur dans le sens où et tous vont nous amener toujours dans le même chemin par rapport aux autres, connaissant que la frappe aussi c'est un groupe d'armées. Donc, si vous pouvez éclaircir à ce point-là. Ah oui. La frappe n'est pas un premier pays, un premier groupe armé qui est révolutionnaire. Nous avons vu dans beaucoup de pays, au Cuba, Venezuela, dans beaucoup de pays, même en Iran, partout là-bas. Vous voyez, ces révolutionnaires, leur rôle c'est de pouvoir faire table rase entre le passé et le futur. Ils viennent là juste pour arrêter l'hémorragie. Parce que le Congo est en train de descendre aux enfers. Avec ce que nous vivons maintenant. Demain, vous risquez... Quelqu'un m'a dit qu'il a vu sur France 24, on affiche la carte de la RDC et la partie de l'Est du Congo
on a mis ça en rouge. Toute la carte était blanc. C'était en blanc. Et la partie là de l'Est, les deux Kivu et le Nord Katanga, étaient en rouge. Mais l'invité du journal qui était là, congolais, n'a pas tiré attention à cette histoire-là. Ça, c'est un message. On nous habitue déjà à voir que demain, cette partie-là ne va pas exister. Donc la frappe, quand ils viennent pour récupérer le pouvoir, ce n'est pas pour qu'ils puissent faire ce qui s'est passé hier. Ils sont révoltés sur, évidemment, de ce qui se passe actuellement. Il est soutenu par qui? La communauté Je l'ai dit, internationale. non, c'est les Congolais. Voilà pourquoi nous avons initié les directs où on demandait que les gens puissent participer avec leur somme d'argent. Nous avons fait ça, c'était hier, je crois. C'était hier. La première séance où on a demandé en public que les gens puissent donner, nous avons eu à peu près quelque chose de 1900 euros. Vous voyez, les gens ont contribué à travers le monde. Les gens étaient à Melbourne, en Australie, les gens étaient au Japon, les gens étaient au Canada, en Europe, partout en Afrique, même à Kinshasa, les gens ont donné l'argent. C'était en direct. Vous comprenez? Ça, c'est l'argent qui peut aider à la frappe de pouvoir s'organiser. D'avoir la nourriture, d'acheter des bottes, d'acheter tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir résister. Parce que nous sommes attaqués. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous tenir un langage. Oh non, si vous faites ceci, on va dire que vous êtes des terroristes. Et si vous faites ceci, vous serez des extrémistes. Il n'y a pas ça. Nous sommes Congolais. Je suis Congolais de père et de mère. Notre pays est attaqué. La communauté internationale fait semblant. On tue même dans nos villages. Les images sont là. Pas trop tard que les dimanches 30, 31. On a tué les gens. On voit comment les militaires sont en train de tuer. Mais, curieusement, l'ONU là, laisse ce président là. Même les généraux là, qui étaient sur terrain pour faire les opérations, personne n'est interpellé, personne n'est condamné. On se limite seulement à faire des discours politiques. Nous condamnons ce qui se passe au Congo. Mais les gens meurent. Vous vous condamnez? Alors, nous tous, en tant que Congolais, nous recourons à ces droits-là de la légitime défense. C'est tout ce que nous faisons. Quand tu es en danger, tu es sur une route, tu vois un chien en train de t'attaquer, tu ne vas pas laisser le chien venir te mordre, non? Hein? Tu vas chercher un bâton, tu vas chercher une pierre. C'est ce que nous faisons. Nous sommes abandonnés, nous n'avons personne pour nous défendre. Voilà pourquoi nous devons nous organiser pour nous défendre contre cette barbarie-là qui se passe sur le sol congolais. Le sang de nos frères continue à couler à flot. Partout, ce n'est pas seulement au nord ou bien au sud Kivu. Au Kasaï, au Bas-Congo, à Kinshasa même, on enlève les gens tous les jours ici. Il y a 3 jours, 5 ans, 7 personnes ont péri dans l'inondation. Par le manque de responsabilité des autorités, entre guillemets, de la ville. Toute la ville est transformée en immondice. Les canaux de conduite d'eau sont bouchés, soit par les sables, soit par les plastiques. Et il n'y a rien qui se fait. Les gens continuent à payer les taxes, les gens continuent à payer les vignettes et tout ça de la ville. Mais pendant ce temps-là, le gouverneur de la ville-là ne fait rien pour, ne fût-ce que alléger la situation de la population. Face à ce drame, face à cette situation difficile, nous ne pouvons pas faire autrement que recourir, parce que ces gens-là sont armés, nous devons être armés. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire les dons des armes, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y en a pas, ces gens-là vont se débrouiller pour trouver les armes et combattre ces barbares qui sont au pouvoir. Nous amener encore sur le schéma de dialogue, tout ça, c'est dribbler les Congolais parce que l'ONU n'a jamais trouvé de solution aux Congolais. Donc les Congolais doivent trouver solution eux-mêmes. Mais pourquoi vous faites confiance à la frappe alors qu'on sait à ma connaissance que la majorité des groupes armés qui évoluent au Congo à l'Est sont une création du pouvoir, contrôlée par le pouvoir? Ah, je pense que... Pourquoi la frappe a fait exception? Bon, je crois que je n'ai pas 2 options sur la table. Moi, en tant que Congolais, je suis menacé de mort tous les jours par les Rwandais. N'est-ce pas? Je vois mon gouverneur
de province, il ne fait rien. Je vois mon administrateur de territoire, il ne fait rien. Je vois mon chef de secteur, il ne fait rien. Je vois toutes les autorités complices dans cette histoire. Je suis abandonné, mais je vois quelqu'un qui me dit, voilà, moi je m'appelle la Frappe. Je peux résister à ces gens ici. Je peux chasser ces gens. Vous pensez que je vais faire quoi? Me laisser massacrer? Ou accepter même si la Frappe-là n'est pas réelle, ne fût-ce que lui faire confiance. Nous sommes dans ce contexte-là. Nous n'avons pas 3 alternatives devant nous. On n'a personne. Les dialogues, tous ces gens nous ont menti. Les gens continuent à mourir. Nous ne pouvons pas aller dans ce schéma traditionnel. C'est ça, le M23 aussi se réclame faire de la